Bienvenue à ce webinaire FIT sur le thème de la donnée. Donc, pour commencer, quelques mots sur notre association FIT France. L'acronyme FIT signifie le Forum de l'innovation technologique et de la transformation. Depuis 2014, nous organisons des rencontres réelles ou virtuelles, bien sûr, sur toutes les facettes, toutes les transformations induites par la révolution numérique. Donc, depuis 7 ans, nos rencontres ont abordé d'abord des thèmes plutôt techniques tels que la RPA, la robotisation des processus, l'intelligence artificielle, les objets connectés. Et aujourd'hui, c'est la deuxième fois sur les données. La première fois, c'était avec la Poste sur comment ils géraient leurs données, leur lac de données avec le responsable des bases de données de la Poste. Au-delà de ces thématiques plutôt techniques, notre objectif est de proposer des rencontres pour tous les managers de la transformation, sensibles à ces changements qui concernent presque toujours plusieurs fonctions de l'entreprise. Donc, l'objectif est de partager. Les participants à nos rencontres peuvent échanger avec les acteurs d'une entreprise ou d'un groupe d'intervenants qui ont avancé, a priori, plus vite que la moyenne. Notre objectif, donc, est d'attirer, d'alimenter les personnes qui s'intéressent aux transformations de leurs organisations. C'est ici où, de plus en plus, nous réalisons que notre valeur ajoutée se trouve dans la collaboration entre les adhérents et les participants. Tout d'abord, donc, FIT est multisecteur et surtout multifonctionnel. La plupart des associations professionnelles sont monofonctions. Nous ne pensons pas réaliste de traiter ces sujets en silo. Ensuite, nos rencontres présentent, comme vous pouvez constater sur les thématiques, en faisant collaborer toutes les parties prenantes, tous les managers, et vous allez voir tout de suite que c'est essentiel pour la bonne gestion des données, les entreprises et les startups, objet de nos 2 prochaines rencontres en septembre et en octobre, et surtout les collaborations entre vous, les personnes qui assistent à nos rencontres et webinaires. Cette volonté d'augmenter tous les types de collaboration entre les fonctions d'une entreprise constitue notre raison d'être, la raison d'être de FIT, qui vise in fine à promouvoir la performance des entreprises et organisations françaises. Voilà pour le message institutionnel. On va passer au programme pour le reste de l'année. Donc, je vais vous le mettre à l'écran. Donc, ce programme est complet jusqu'à la fin de l'année avec un mix de webinaires et enfin, en septembre et octobre, des rencontres normales dont nous vous en proposons 2. Donc, la réunion annuelle des startups et grandes entreprises qui va se concentrer avec BPI France sur l'internationalisation et la confidentialité des innovations que les startups peuvent avoir. Et en décembre, un événement qui m'est cher sur une approche anglo-saxonne qui s'appelle le trial and error. Donc, ça veut dire qu'on a le droit à l'échec. Et nous aurons le plaisir d'avoir l'auteur d'un livre très intéressant, Charles Pépin, qui a écrit le livre « Les vertus de l'échec ». Et enfin, le prochain webinaire, je participerai pleinement également, c'est sur le rôle des achats avec les startups et comment les directions achats pourront s'impliquer plus dans la gestion des entreprises de startups qui deviennent évidemment des fournisseurs par la suite. Si ce beau programme donc, vous donne envie d'adhérer à l'association, ça serait avec plaisir. Le retour aux rencontres classiques induit un coût, donc bien que nous ne sollicitions pas nos membres pour adhérer en 2021, nous vous proposons désormais une adhésion coût double pour le reste de l'année 2021, comprenant donc les 2 rencontres classiques ainsi que toute l'année 2022. Vous pouvez adhérer en ligne sur le site web www.fitfrance.org. Faites cela, j'ai le plaisir de présenter nos intervenants, nos 3 intervenants, avec en premier lieu une vision académique et internationale avec Eric Böhlen. Ensuite, un expert de la définition et de la mise en œuvre de solutions, Mick Levy.
Et enfin, un témoignage opérationnel de réalisation en entreprise. Je vous présente donc Erik Beulen, professeur à l'université de Tilburg aux Pays-Bas, qui travaille aussi à Manchester Business School, qui fait une introduction au sujet des données en anglais. Mick Levy, conférencier et auteur du livre qui est à l'origine de cet événement, Sortez vos données du frigo. Et enfin, Delphine Grison, présidente de sa structure de conseil, qui vous parlera de ses expériences concrètes en entreprise. Avant de passer la main à Eric, je vais vous présenter la slide suivante qui montre une prévision de l'évolution de la quantité de données créées dans le monde dans les années à venir. Donc, inéluctablement, nous allons tous, individuellement et collectivement en entreprise, générer de plus en plus de données. Ce qui explique en grande partie pourquoi vous devez mieux les exploiter. Voilà pour l'introduction. Eric, donc, it's your turn. We'll switch to English. Thank you again, Eric. Thank you very much for having here. My name is Erik Beulen, and as Tony already introduced, I'm at Tilburg University and also at Manchester Business School. What I would like to do today with you is just very briefly give some insight from the research which I started over 2 years ago, and the most recent survey which I did May last year. What we learned from the previous slide that we showed is that the impact of data and the amount of data that we have is growing overall. So I would like to provide some insights in how we can create business value with data. And in order to do that, if we can go to the next slide, there are basically 5 basics that needs to be right. And these 5 basics are positioned here. So let me start on the right with cloud adoption. If you want to do proper things with data, then you need to enable the cloud. A lot of companies really struggle in that. And if I look specifically to France, then I think it would be fair to say that France is not leading the pack at the moment. And I think that's where organizations in your country really need to look for opportunities. Can we do that? Secondly, we also need to talk about the type of platforms that we have, and that should be fully automated, the platforms that we use. Also, the type of data that we use needs to be expanded in terms of unmanaged data, open data. All that is what we need to put into the mix. And lastly, in the interest of time, what is most on the right, data management. I think if we look to how organizations are structuring that with putting in place a chief data officer, that is also something where I think France is running a little bit behind. And obviously that has to do with the more hierarchical organizations and structures that you have in your country. But having an additional person on board level, a chief data officer, would definitely help to improve data management. And think here about governance processes way beyond identity and access management. So that is, I think, a good foundation, a good basics that organizations needs to have in place. If we can go to the next slide, then I would like to talk about the data quality, about the data analytics, and how organizations are doing that. What you can see here is the research results from a survey I did with Dutch companies, and I compared them based on their sector and how they were doing there in terms of data analytics. That's what you can see from left to right, and from bottom to top, you can see what the contribution is from data to business performance. Obviously, all organizations want to be in the top right, data-driven, high-performance digital organizations. But I think if we look to that, then I would argue that countries such as the US and such as China, where there are less restrictions, that they can far easily adapt to business performance with data.
And I think in that respect, European countries, not only like the Netherlands, but also in France, are very much impacted with the increasing level of compliance, especially here in the EU. I'm not arguing that that is a bad thing. I'm just putting that forward as an observation where we have to deal with. And the way to deal with that type of upcoming compliance and existing compliance is anticipate. Make sure that your organization is already prepared for what is upcoming. And think here, for example, the Digital Service Package Act, where we're going to talk about how data can be used in organizations. Be prepared for that type of upcoming future compliance. Can we go to the next slide? Yeah, so what I would like to, if we look how we can make data more effective, then I think it would be fair to say that it is important to be more data-driven. More of the decisions that you make in the organization should be based on data-driven, instead of only gut feel. The more data that we have collected, let's use them in our processes. Let's use them for decision making, not only for making incremental decisions like investments, but also for day-to-day. Make sure that you automate that. What we found in our research is that there is an enormous increase in terms of the percentage of data-driven decisions that organizations are taking. If we look to that, then from last year's survey, it became very apparent that from the participating organizations, there are 23% of the participating organizations who made over 50% of their decisions data-driven, which is, I think, encouraging. But if we look to that, what they are expecting 5 years from now, 2025, then that group of participants will rise from 23% to over 50% to 63%. And I think that's illustrating that organizations are moving into the direction of data-driven decision-making. If we look to that, what is impacting the ability to make data-driven decisions, and that's what we can see on the right, that is business involvement. So from our research, I would say the recommendation is really to make sure that if you're talking data, if you're talking analytics, that is not something which should be down in the basement in the IT department. That's a collaborative responsibility from people in information technology and people in the business. Can we go to the next slide? And that is, I think, my final and very important topic, which I would like to address. We concluded that we're going to collect more data, that we're going to process more data, that we're going into even data-driven decision-making. What does that mean for how can we deal responsibly with data? How can we ensure ethics? And basically, there are three things coming from my research, which is something that we need to be aware of when we're going in, look into the topic of ethics. One is the poor data quality. Two is that there is the increased data-driven decision-making. And so we can see there that algorithms basically run companies. That is increasing the risks that are associated with data and data ethics. And finally, we see a lot of organizations working on data democratization. So think here, self-service tools like Tableau and Qlik. It's not only the data scientists that are working with these algorithms, it's far more spread. And in order to really make sure that we continue to behave ethically, there are three things coming from my research which I would like to recommend. First of all, make sure that you got good guidelines and policies. Secondly, in addition to installing an ethical committee, also install an ethical rule board. And why? Because that enables you to continuously monitor the algorithms and, more importantly, also the associated data sets that feeds these algorithms. If you're keeping an eye and implementing that, then that would be a good assurance that you continue to be using your data ethically. This is just a very brief introduction. I'm happy to take any questions.
things that you would like to understand better, feel free to ask. I think a question is coming. Yeah. Can you see in the chat? Yeah. Yeah, I can see. You're noticing a growing concern in companies about the impacts that data, such as, yeah, ESG, environment, governance and social is a very important topic. Last year, I did a webinar on that where I expressed my concerns about the data quality and the lots of institutions that are associated with that. For me, that is a very specific topic, but it's also a topic that's highly related to compliance. And that's where it's becoming very challenging when you don't have the right data and you want to be compliant, especially for financial institutions that have to report on their ESG ratings. And what they're reporting? How trustworthy are the data? How comparable are the data? That is, I think, something which is it's a growing concern. Is that addressing the question? Okay, thank you. Okay. Well, thank you, Eric. If there are any more questions, well, I'll get in touch with you later on. Si les données de votre entreprise, c'est un sujet qui concerne une population d'experts, la direction générale ou tous les managers de l'entreprise. Merci encore, Mick, de venir aujourd'hui. Nous savons que tu fais beaucoup de webinars, tu es très présent et c'est mérité avec. Donc on va pas faire ça tout le temps, mais un petit coup de pub pour le livre qui m'a été donc recommandé par Magali Noé. Je te remercie. Donc, Mick, c'est à toi pour parler de ta vision de la gestion et pourquoi actuellement on peut se permettre de dire que les données sont pour beaucoup encore dans le frigo. Oui, tout à fait. Merci Tony, merci au FIT pour cette belle invitation. Effectivement, je suis toujours ravi d'échanger, de présenter ma vision sur tous ces sujets qui me passionnent de la data et de l'IA. Je me présente très rapidement. Je suis donc Mick Lévy, je suis directeur de l'innovation business pour une société de services spécialiste en data qui s'appelle Business Décision. Et ça fait 20 ans que à la fois je travaille dans cette entreprise qui est rarissime dans le secteur de l'IT et donc depuis 20 ans dans le domaine de la data. Et mon poste aujourd'hui m'amène à rencontrer une centaine d'entreprises par an pour débusquer les meilleures approches, les meilleurs cas d'usage, les meilleurs choix méthodologiques ou organisationnels pour que les entreprises puissent effectivement tirer plus fortement parti de leur patrimoine que sont les données, car on va le voir, tout l'enjeu est de les considérer comme un véritable patrimoine, un véritable actif duquel on va pouvoir tirer de la valeur. D'ailleurs, si on parle un petit peu en chiffres, je vous en donne 3 chiffres qui viennent illustrer toute la valeur qu'on doit pouvoir attendre de la data. Gartner nous dit qu'on va tirer à l'échelle mondiale quelques 3 trilliards de dollars de valeur créée par l'IA. Donc, ça doit faire réfléchir chaque entreprise sur qu'est-ce qu'on peut en faire dans l'entreprise pour nous aussi en prendre un petit bout de ce 3 trilliards de valeur. Accenture nous dit qu'on va pouvoir viser aussi une augmentation de 40% de la rentabilité des entreprises. Donc, il y a un enjeu très, très fort autour de la productivité. Et en regard, on a un chiffre qui me marque, qui m'obsède même, qui est que seulement 32% des données sont exploitées par les entreprises. C'est ce que nous indique IDC. Et ce chiffre résonne en plus, Tony, avec la vision que tu montrais, où on a une augmentation exponentielle du volume de données, non seulement à l'échelle mondiale, mais dans toutes les entreprises. On attend une augmentation de 40% de croissance annuelle du volume de données de chaque entreprise dans les années à venir. Donc, du patrimoine, on en a. De la valeur à tirer, il y en a énormément. Il va maintenant falloir se retrousser les manches pour effectivement sortir ces données du frigo. Les frigos, ce sont vos bases de données qui hébergent toutes ces informations qui sont pourtant, pour l'instant,
assez peu exploitées. C'est l'IDC qui nous montre avec ses 32%. Et en plus, les 32% de données déjà exploitées par les entreprises ne sont certainement pas assez et ne dégagent pas encore assez de valeur. Alors, je crois que le mieux pour tout ça, c'est quand même d'en parler par l'exemple et en donnant des exemples. J'ai des dizaines et des dizaines d'histoires d'entreprises qui ont accompli de beaux projets grâce à la data et grâce à l'IA. Et j'aime bien raconter celle-là parce qu'elle est dans un secteur dans lequel on n'en attend pas, dans un secteur extrêmement traditionnel qui est le secteur du champagne, où pour une grande maison de champagne, donc on est venu travailler à améliorer la qualité du champagne par la data et par les objets connectés. Alors, vous voyez, on n'attend pas du tout ça là ici. Donc, quel était l'objectif du projet? L'objectif est de se dire que le champagne, c'est une recette, comme une recette de cuisine, sauf qu'on ne peut jamais prévoir quelle va être la recette, puisque chaque année, on a affaire à une matière première, le raisin, qui va être de nature différente, qui va se bonifier de façon différente. Et donc, eh ben, dans les grandes maisons de champagne, ils ont cette attention constante sur la manière dont se passe la vinification. Et puis pour celle-là, ils avaient mis en place des cuves de vinification connectées, donc qui ramènent plein d'informations en temps réel sur la température, le taux de CO2, le taux de tel ou tel composant dans la cuve de vinification. Et l'idée était d'exploiter ces données pour parvenir en fait à prédire des éléments clés pour la recette du champagne. Donc, il y a eu plusieurs applications qui ont été faites derrière ça. D'abord, pour récupérer toutes ces données, les croiser aussi avec des données qui étaient disponibles de façon asynchrone, des analyses faites par des laboratoires, les analyses faites par les goûteurs aussi. Et première chose, mettre à la disposition toutes ces informations-là, la R&D du champagne, sous forme de cockpit. Donc, qui sachent en temps réel qu'est-ce qui est en train de se passer pour prendre les meilleures décisions. Autre élément, on a mis aussi en place des éléments prédictifs. Par exemple, il y a un moment clé dans la recette du champagne qui est le moment où la cuve atteint un taux de CO2 maximum. Et il faut parvenir à être très précis parce que quand ce maximum est atteint, on a une fenêtre de 4 heures pour injecter de l'oxygène. Et c'est ça qui va aussi amener les bulles à la fin d'ailleurs. Donc vous voyez que c'est un moment crucial. Et donc il ne faut absolument pas rater cette fenêtre de 4 heures et c'est compliqué puisque le taux de CO2 n'évolue évidemment pas de manière hyper linéaire et que le maxima, on ne sait jamais quelle va être sa valeur puisqu'elle est différente d'année en année. Donc voilà le type d'éléments prédictifs qui, par l'ensemble des données qu'on accumule d'année en année, on parvient à mettre en place un élément prédictif, un algorithme qui va prédire quel va être le moment et la valeur qu'on va atteindre sur ce maximum de CO2. Donc vous voyez, il y a eu deux grandes applications, mise en place de ce cockpit, et puis plusieurs algorithmes prédictifs pour des moments clés de la recette. Et donc, grâce à ça, les R&D s'en servent pour donner des indications beaucoup plus précises aux artisans du champagne, car ne nous leurrons pas, hein, je ne veux pas casser de mythe, ça reste très, très artisanal, même dans les grandes maisons de champagne. Mais là, l'idée, c'était de contrebalancer, vous voyez, l'aspect humain amené par les goûteurs et avec tout l'émotionnel qu'il peut avoir aussi, par un aspect très froid, amené par les données, amené par l'IA et ses capacités prédictives. Donc, vous voyez que si on en trouve de la valeur sur un cas d'usage comme celui-là, je peux vous dire qu'on va pouvoir en trouver énormément de valeur dès lors qu'on va parler de révolutionner l'expérience client, dès lors qu'on va parler d'améliorer l'efficacité opérationnelle de l'entreprise, dès lors qu'on va parler de maîtriser les risques ou de lutter contre la fraude dans les entreprises. Voilà un peu les grandes applications qu'on attend de la data et de l'IA. Et puis, on peut en trouver des applications partout, donc à l'image de ce cas d'usage. Alors, quels sont les grands enseignements qu'on pourrait donner? Je pourrais vous en parler pendant des heures et des heures, voire des jours. Mais vu que j'ai qu'un quart d'heure, j'ai dû me restreindre et chercher à retenir 3 grands enseignements pour une exploitation intensive et responsable des données. C'est un peu mon combat, que de vous amener à cette exploitation intensive et responsable des données et de l'IA. Sur le volet intensif, il va falloir accélérer sur les usages de la data et l'IA. Je parle souvent de 3 vitesses sur les usages de la data et de l'IA. La première vitesse est déjà extrêmement répandue. C'est la data pour le pilotage de l'entreprise. Donc, c'est ce sur quoi on travaille chez Business et Décision depuis 30 ans. C'est ce pourquoi on accompagne les entreprises et toutes les entreprises ont déployé d'une manière ou d'une autre
des indicateurs, des KPI, des tableaux de bord, éventuellement sous Excel, mais tout on construit cette espèce de rétroviseur qui donne une vision sur les informations du passé, sur un mode réactif, en vue d'améliorer la prise de décision. Malheureusement, avec la data pour le pilotage, on n'a jamais réussi à prouver de retour sur investissement, on n'a jamais réussi à montrer qu'il y avait une valeur directe. On en a absolument besoin, donc on ne s'en est pas posé la question, c'est un outil nécessaire au fonctionnement même de l'entreprise, mais c'est très difficile de montrer de la valeur avec cet outil. Par contre, si on va sur les vitesses suivantes, eh ben, on va pouvoir créer de la valeur. La deuxième vitesse, c'est celle de la data pour l'analyse. On parle du domaine de l'analytique, on parle parfois du domaine de la data science aussi. Là, l'idée est d'aller faire des études approfondies, de récupérer un ensemble très très large de données pour pouvoir expliquer des phénomènes complexes, pour pouvoir prédire éventuellement des phénomènes qui viendraient à venir. C'est ce qu'on a fait, c'était le premier stade qui a été fait sur la maison de champagne que je vous indiquais avant. Quand on met en place ce cockpit, on récupère des informations très intimes de la manière dont est en train de vieillir le champagne dans la cuve avec les différents capteurs. Et donc, on a une compréhension beaucoup plus approfondie de ce qui est en train de se passer, ou un peu comme vous le voyez, cette photo, quand le garagiste vient brancher la valise électronique directement dans un véhicule pour comprendre ce qui est en train de se passer beaucoup plus en détail. Et puis la troisième vitesse, c'est celle dans laquelle on va réellement créer de la valeur avec la data et l'IA. C'est celle que j'appelle la data partout. Et c'est la vitesse dans laquelle on va mettre la data et de l'IA au cœur des processus métiers. Ça va être utilisé dans tous les endroits chauds, là où on produit, là où on fait la supply chain, là où on est en contact avec nos clients, là où on crée des nouveaux produits, des nouveaux services. Et donc, cette data-là va être utilisée sur un mode directement prédictif, voire prescriptif. C'était un peu la troisième saveur aussi dans mon cas du champagne, où c'est la machine qui vient dire à quel moment directement injecter de l'oxygène, par exemple. Et donc là, vous voyez qu'on va créer beaucoup de valeur, puisqu'on va permettre de projeter l'organisation directement sur l'action et que la data va venir au cœur des processus opérationnels de l'entreprise. Et c'est évidemment là qu'on va du coup avoir les plus gros gains. D'où des enjeux très importants sur tous les sujets de l'industrialisation, de la data, de l'IA dans l'entreprise. Les enjeux de qualité de données aussi qui ont été cités par Eric juste avant sont évidemment éminemment importants pour en créer de la valeur aussi. Alors ça, c'était pour le volet exploitation intensive. Et il y a un deuxième volet sur lequel je milite, c'est celui de l'exploitation responsable. Et je vous souhaite bienvenue dans le 21e siècle. L'année dernière, il y a à peu près 1 an jour pour jour, c'était au mois de juillet 2020, on a peut-être eu la première manifestation contre une IA au monde. Et on peut repérer d'ailleurs un changement notoire. C'est pas en France qu'on a fait la première manifestation contre une IA. Ça s'est passé en Angleterre avec l'équivalent de Parcoursup en Angleterre qui a montré des biais dans l'algorithme qui était utilisé et des inégalités extrêmement importantes. Il y a eu de très très gros problèmes d'orientation des étudiants à cause de cet algorithme. Et du coup, il y a eu des manifs en Angleterre. Vous voyez les pancartes qui sont évocatrices. Il y a eu un autre slogan très évocateur qu'on a retrouvé dans certaines vidéos de cette manif qui disait un fuck the algorithm. Donc voilà, bienvenue dans le 21e siècle. Le siècle dans lequel on va avoir des manifs contre des algorithmes et contre des IA. Donc, il va falloir absolument se soucier de tous ces soucis d'équité et d'établir des algorithmes dignes de confiance, et ce, dans tous les domaines. Je vais vous en donner quelques exemples. Alors, comment on va s'y prendre? Il va y avoir 3 points clés pour établir des algorithmes dignes de confiance. Le premier, c'est autour de la protection des données. Donc, vous savez que pour ça, on a la chance en Europe d'avoir le RGPD, le règlement général sur la protection des données personnelles. Donc, il va falloir s'en préoccuper très sérieusement. Il va falloir arrêter d'ergoter autour du RGPD. Le RGPD, il est là maintenant. Il est là pour durer. Il est en train d'ailleurs de s'imposer d'une manière ou d'une autre à l'échelle quasiment mondiale. Donc, il faut maintenant être très, très sérieux sur ce sujet lié au consentement, à la sécurité, à la gouvernance, à la qualité des informations qu'on détient aussi. Second sujet, il va falloir s'intéresser à ce que j'appelle les 3 plaies de l'IA. Ces 3 propriétés structurelles de l'IA qui amènent les problématiques qui sont rencontrées, les problèmes d'équité et donc de biais,
les problèmes de transparence aussi sur les décisions qui sont prises par l'IA et les problèmes de responsabilité. Et je vois d'ailleurs la question de Patrick dans le chat. La crainte de l'IA n'est-elle pas liée à leur manque d'explicabilité, pardon? Oui, tout à fait. C'est l'un des 3 sujets, c'est celui de la transparence. Quand Apple, par exemple, montre que a créé, vous savez, ils ont créé une carte de paiement qui s'appelle l'Apple Card. Et puis, certaines recherches ont montré que l'Apple Card était sexiste, on pourrait dire, puisqu'elle octroyait des capacités de crédit plus grandes aux hommes qu'aux femmes. Et là, il y a eu un double problème, un problème donc d'équité lié à des biais qui étaient présents dans les données qui ont été utilisées pour entraîner l'algorithme de l'Apple Card. Et en plus, Apple était incapable d'expliquer et de dénoyauter finalement, d'aller regarder pourquoi son algorithme fonctionnait comme ça et comment on pouvait le redresser efficacement. Donc effectivement, on a ce double problème de biais qui amène des soucis d'équité et de transparence qui vont être des freins très forts à l'IA si on n'arrive pas à passer outre ces problèmes-là. Et puis, 3e sujet, et qui est peut-être le plus important, c'est le sujet de l'éthique. Et là, ça renvoie pas à des sujets technologiques ou techniques, ça renvoie à des sujets de philosophie, ça renvoie à des sujets de culture, car ce qui va nous sembler acceptable d'un point de vue éthique en Europe ne le sera absolument pas en Chine, par exemple, ou en Amérique du Sud. Donc, c'est vraiment lié à des sujets de philosophie et de culture. Et ça va nous guider finalement dans les choix qui sont à mettre en œuvre sur certains usages ou pas, ou à déclarer un certain nombre, à mettre en œuvre un certain nombre de limites ou de garde-fous à nos algorithmes. Je vais vous donner un exemple. Un site de e-commerce, d'outillage en ligne en l'occurrence, de bricolage en ligne, même c'est plus large que l'outillage, avait mis en place un moteur de recommandation. Et lors de la crise des gilets jaunes, et ben, le moteur de recommandation venait proposer d'acheter, alors à chaque fois que quelqu'un achetait un gilet jaune, il venait dire, avec votre gilet jaune, venez aussi acheter une boule de pétanque, venez aussi acheter une batte de baseball, ou venez acheter un autre projectile. Le moteur de recommandation avait raison. La corrélation des ventes montrait qu'à ce moment-là, quand on achetait un gilet jaune, on achetait un projectile ou une boule de pétanque ou autre. Mais ça a posé de grandes questions éthiques à cette entreprise qui s'est dite, bon, c'est la réalité froide des achats et des données qui sont faites, mais est-ce qu'on peut laisser ça sur notre site? Est-ce qu'on peut encourager les gens à aller acheter des projectiles en même temps qu'on achète des gilets jaunes? Et vous voyez, donc là, on n'est plus du tout dans un problème technique, mais bien dans un problème de culture et dans un problème de ce qu'on choisit de mettre en place. Et ça montre aussi qu'il y a toujours un moment où l'IA, on ne peut pas tout prévoir sur le fonctionnement de l'IA, et donc il va falloir savoir mettre des garde-fous et que l'humain puisse reprendre la main. Ça a été le cas sur ce projet-là. Ils ont choisi de reprendre la main, mettre en place une exception pour amener l'IA à faire d'autres choix quand on était face à un achat de gilets jaunes, par exemple. Donc, vous voyez que ça a posé de grandes questions et qu'il va falloir être très sérieux sur tous ces aspects-là dès lors qu'on va déployer de l'IA et jusque dans un service marketing avec l'exemple que je vous donnais avec un moteur de recommandation sur un site e-commerce. Un 3e sujet clé, et c'est certainement le plus important en réalité, c'est qu'il va falloir, pour tirer pleinement parti et pleinement de la valeur de nos données, la considérer comme un actif à part entière. Et il faut que chaque entreprise la considère comme un actif à part entière. D'ailleurs, la data fait partie des actifs immatériels listés au Thésaurus de Bercy, ou est considérée aussi comme un actif immatériel par le World Economic Forum depuis maintenant 2011. Donc, ça va faire seulement une dizaine d'années que la data est reconnue en tant que telle. Et si on veut tirer parti d'un actif comme celui de la data, il va falloir faire exactement de la même manière que pour tous les autres actifs de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on fait pour tout actif de l'entreprise? On fait 3 choses. Première chose, on met en place une organisation dédiée pour s'occuper de faire vivre cet actif et de le faire prospérer pour l'entreprise et faire créer de la valeur. Donc, l'organisation dédiée en data, ça va être bien souvent autour d'un Chief Data Officer, comme le citait Eric avant. On va mettre en place une organisation avec des data scientists, data engineers, data owners. Il y a plein de nouveaux métiers autour de la data pour correctement s'occuper de cet actif. Second sujet, on va mettre en place des processus. Là encore, comme pour tout actif, on va déclarer des processus spécifiques à la data et à l'IA, et on va les regrouper sous le terme qu'on appelle la gouvernance de données. Et puis, 3e sujet, on va se doter d'outils
pour permettre de prendre soin de cet actif et de ce patrimoine. Et donc là, ça va être tous les outils du système d'information data-centric, ça va être tous les outils et les technologies qui vont permettre d'exploiter les données de façon efficace dans l'entreprise. Le jour où on aura fait ça, alors on tirera pleinement parti de la data et certainement de la bonne manière aussi par rapport au sujet éthique, puisqu'il y aura aussi une organisation, il y aura aussi de la gouvernance pour bien adresser ce sujet-là. Et en fait, du coup, je crois que le principal frein que je constate dans les entreprises aujourd'hui, finalement, un frein de prise de conscience, et notamment de prise de conscience dans le top management de la valeur qu'il y a à tirer de cet actif, et que pour l'instant, beaucoup laissent dormir un peu un tas d'or dans les frigos de l'entreprise. Il va donc falloir s'en saisir, changer le mindset, changer la culture de l'entreprise pour en tirer pleinement parti. Alors voilà, pour moi, je vous laisse avec un petit complément si vous souhaitez aller plus loin, effectivement, avec mon livre. Donc, sortez vos données du frigo. Merci Tony, je crois que je suis dans le bon timing. C'est génial, merci beaucoup Eric. Alors, il y a une question qui arrive. Alors, c'est plutôt un point de vue, je vous laisse lire. L'homme a aussi des ressources individuelles. Ouais, je vais le lire. Donc Magali nous dit sur le sujet de l'éthique, même si certains iront sans cesse plus loin, voire trop loin, ma vision est que l'homme a aussi des ressources individuelles et collectives pour mettre en place des postures éthiques raisonnées, positives, voire régénératives. Écoute Magali, j'ai envie de dire amen. on peut le souhaiter. Et effectivement, en tout cas, on voit bien que les entreprises s'intéressent de près à l'IA, s'intéressent très 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 vite au sujet de l'éthique aussi, et donc mettent en place des mesures pour s'en saisir. Moi, j'ai une question, Mick, sur qu'est-ce qu'on peut faire et comment pour que les entreprises se rendent compte plus rapidement de ce tas d'or dont tu parles. C'est un gisement en fait, c'est un sujet de changement de mindset, de changement de culture, comme je le disais. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire des webinaires comme ceux que tu as organisés aujourd'hui. Merci à toi. Ça fait avancer la conscience du sujet de manière générale en France. Et en fait, il faut que les entreprises adressent ce sujet de l'acculturation, au sens strict du terme, du changement de culture. Je travaille par exemple pour une grande banque française qui a placé le sujet de l'acculturation au cœur de leur programme de data et d'IA. Et donc, on est en train de dérouler un programme d'acculturation qui va concerner jusqu'à 40 000 personnes. Alors, même si on est face à une très très grande entreprise, 40 000 personnes, je peux dire que l'idée est de toucher une énorme partie des personnes de la data et l'IA sur des sujets différenciés, évidemment. Les métiers dans le réseau directement en agence vont pas être concernés de la même manière que les personnes qui sont en centrale à gérer les risques de la banque, par exemple. Donc, il faut créer des parcours différenciés et il faut multiplier les opérations et les manières d'avancer sur ce changement de culture, finalement. Très bien, merci beaucoup, Mick. Alors moi, je vais vous parler d'un point de vue de l'opérationnel, comme disait Tony, et notamment, ce qui est assez intéressant, c'est que j'ai passé 5 ans dans une entreprise qui, en fait, à l'échelle de la France, est une ETI, qui est une entreprise low-tech, j'ai envie de dire même qui est dans un des secteurs les plus ringards qui soit, à savoir l'immobilier. Et pourtant, on a réussi à faire des choses assez sophistiquées en matière de données. Pour reprendre ce que disait Eric Golem tout à l'heure, en mixant de la donnée interne et de la donnée externe, en allant jusqu'à mettre en place de l'IA sur certains processus. Et d'une façon assez intéressante, d'ailleurs, sur ces sujets-là, la France était à des années-lumière devant les États-Unis, puisqu'on était une filiale d'un groupe américain. Donc, je vais vous raconter un petit peu ça, parce qu'une de mes convictions, c'est que le bon usage de la donnée, ce n'est pas qu'une histoire d'experts, c'est d'abord aussi une histoire de business. Et il faut que le business en prenne conscience. Alors, la première chose que je voulais dire de ce point de vue-là, c'est que la donnée, c'est d'abord un état d'esprit. C'est un état d'esprit qui aussi donne le pouvoir d'agir au terrain. C'est-à-dire que souvent dans les entreprises, il y a une espèce, notamment quand le management commence à voir les sujets de données en se disant « Ouh là là, je vais avoir un reporting, je vais tout savoir, je vais avoir une
une vision de l'omniscience. Et en fait, ça, c'est la recette de l'échec. Parce que la réalité, c'est que le bon usage de la donnée, c'est la donnée sur laquelle on agit. Et souvent, l'action, en fait, elle est sur le terrain. Je vais vous donner un exemple qui est un tout petit exemple, qui n'est pas du tout sur des sujets de l'IA, mais la semaine dernière, j'avais une discussion avec une entreprise qui est en train de déployer son CRM. Ça ne marche pas, les gens ne font rien. Et je leur demandais, et alors, vous avez travaillé sur des rapports pour les managers? Et la réponse est, oui, il y a plein de rapports disponibles, mais les gens ne vont pas les voir. Forcément, si vous n'avez pas travaillé avec les managers sur quoi ils peuvent agir, et donc leur pousser la bonne information au bon moment pour les inciter à agir, ça ne peut pas marcher. Donc il y a vraiment un changement d'état d'esprit à avoir de ce point de vue-là. Il faut des équipes pour ça qui soient orientées solutions, qui aiment mettre les mains dans le cambouis. Je réagis, parce que ça c'est une discussion assez drôle que j'ai eue il n'y a pas très longtemps avec une boîte spécialisée dans la donnée. Est-ce que la donnée est un tas d'or? Il me disait, bah non, c'est généralement en fait un tas de fumier. Pourquoi un tas de fumier? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de boulot pour aller en sortir de la valeur. Mais pour le coup, comme le fumier, en fait, c'est un matériau vivant, c'est un engrais à partir duquel on peut faire plein de choses. Donc j'aime beaucoup cette image d'en fait, la donnée, c'est du fumier. Et pour ça, il faut une équipe, je pense effectivement, d'une certaine taille critique. Alors, une taille critique, ce n'est pas forcément 50 personnes, c'est peut-être déjà 3, 4, 5 personnes, qui sera en proximité du business et parce que le business ne va pas forcément, comme c'est ce sujet d'acculturation, ne va pas forcément avoir les idées tout seul tout de suite. Avec comme principe, partez des cas d'usage, partez de ce que l'équipe data, avec le business, va définir comme cas d'usage. Partez pas d'une approche SI qui est une approche technique. Pareil, dans l'entreprise dans laquelle j'étais, donc CBAE pour la capacité, aux États-Unis, ils étaient partis sur vous allez voir ce que vous allez voir, on va vous mettre un data lake mondial et ça va tout résoudre. Et puis 3 ans après, on n'avait rien vu sortir. Ils avaient dépensé des millions d'euros pour un data lake. D'ailleurs, ils mettaient ensemble des choux et des carottes parce qu'il n'y avait pas de travail sur le corps modèle sur les différents pays. Alors que nous, pendant ce temps-là en France, alors bien sûr, on avait besoin d'un data lake qu'on a monté aussi en parallèle, mais en partant des cas d'usage, en fait, on était de facto beaucoup plus efficace et avec une implication du coup du business beaucoup plus importante. Donc, si je vous donne quelques exemples de cas d'usage sur lesquels on a travaillé, là aussi, j'ai envie de dire, dans ce chemin sur l'acculturation, on peut partir de choses assez simples. Alors, si je commence à droite, interagir différemment. Donc, dans les petites choses qu'on a pu faire, c'est simplement utiliser Tableau pour faire des présentations clients et donc interagir directement avec les clients. C'est très perturbant pour les commerciaux, puisque plutôt que d'avoir un PowerPoint avec 3 chiffres, ils doivent être beaucoup plus agiles dans la façon dont ils présentent les choses, mais ça permet aussi d'avoir une discussion beaucoup plus riche, parce que vous avez la donnée qui est à votre disposition, et donc quand vous avez une question, vous pouvez aller creuser les sujets. Autre exemple qui là aussi est assez basique, pareil, alors ce n'était pas du tableau, il y avait une partie qui était du tableau d'ailleurs, une partie qui était avec Esri, donc un logiciel de cartographie, en allant mixer des couches de données internes avec des couches de données externes en open data. En fait, on se construisait des moteurs de recherche pour aller chercher des opportunités. Et donc, pareil, à la fois d'un point de vue commercial et dans la relation avec les clients, aller enrichir la valeur du conseil qu'on apportait en client. Je pense que les entreprises n'ont pas tant conscience que ça, mais maintenant, il y a beaucoup de choses qui sont disponibles en open data, et de plus en plus, et on peut faire beaucoup de choses avec ça. Donc, pour vous donner un exemple de façon plus précise, si vous voulez implanter un data center, il y avait une problématique de notre donnée interne, qui est où est-ce qu'il y a des terrains sur lesquels
donc des offres de terrain à la vente ou à la location. Mais il y a également, est-ce que c'est un terrain propice pour un data center? Et donc, il faut aller regarder des tas d'autres choses que sont la proximité de l'alimentation électrique, à haute tension, les zones inondables, les câbles en fibre optique, et toutes ces choses-là, en fait, aujourd'hui, sont disponibles en open data. On a été également sur le terrain de l'IA. Alors, première chose, un échec, pas technique, mais commercial. Quelque chose qu'on a fait avec une start-up sur les prix prédictifs de l'immobilier. Pourquoi échec commercial? Parce que, en fait, ça venait percuter ce que les gens percevaient comme étant leur propre valeur ajoutée, qui est d'avoir un avis sur les prix de l'immobilier. Et donc, l'idée que la machine puisse avoir un avis à leur place, c'était extrêmement perturbant et commercialement, ça ne marchait pas. En revanche, et là aussi, c'est un enseignement assez intéressant, la dimension data visualisation de l'ensemble des couches de données qu'on utilisait dans les algorithmes, là, pour le coup, avait beaucoup de valeur pour les gens. Et puis, on a fait, pour le coup, des choses du côté marketing. Alors, bien sûr, il y avait l'usage de données internes et externes dans tous nos triggers marketing automation. Mais on a y compris été jusqu'à mettre en place de l'intelligence artificielle pour faire du ciblage, ce que je vais vous décrire rapidement. Le point de départ, c'était qu'en fait, on avait un moteur de ciblage qui existait depuis très longtemps, multicritères, qui était pour un immeuble d'essayer d'identifier les entreprises qui pouvaient être intéressées à le louer. Et dans ce multicritère, le moteur était construit avec la possibilité de mettre des poids pour scorer. Et puis je me suis dit, mais c'est OK, mais... Et ça, c'est très souvent dans les entreprises d'ailleurs. Vous avez des scorings, mais les scorings qui sont basés sur rien. C'est-à-dire que vous n'avez pas la boucle de rétroaction qui vous montre que, effectivement, si on met tel et tel poids sur telle et telle chose, ça vous permet bien d'identifier les entreprises qui sont le plus susceptibles de. Donc, on a essayé d'abord de faire un projet analytique par rapport à ça. Ça n'a pas donné grand-chose. Et in fine, on a complètement renversé la problématique. Et c'est en renversant la problématique qu'en fait, on a réussi à faire des choses. Comment on a renversé et simplifié la problématique? C'est-à-dire qu'au lieu de se dire, je cherche les entreprises susceptibles d'être intéressées par mon immeuble, on s'est dit, on va changer. On va passer d'une logique d'immeuble à une logique client. Et passant dans une logique client, donc on s'est dit, on va chercher les entreprises susceptibles de déménager et ensuite on verra quels immeubles on peut leur proposer. Et en faisant ça, l'autre chose qu'on a fait aussi, qui était absolument essentielle, c'était de se dire, mais si je réfléchis en fait sur quelles sont les entreprises susceptibles de déménager, bien sûr j'ai des données internes, mais j'ai aussi plein de données externes qui sont pertinentes, qu'il faut que j'aille chercher parce qu'il y a des variables explicatives que je n'aurai pas. Donc, avec à la clé du scrapping de données sur Internet. Alors, tout le process du proof of concept jusqu'à l'industrialisation, ça a été d'abord le choix du périmètre du POC, l'identification des variables a priori pertinentes, l'accessibilité de ces données, et dans cette phase-là et dans la phase d'après, qui est les analyses multivariées de volumétrie, en fait, il y a énormément de décisions qui sont des décisions business, qui ne sont pas des décisions, qui sont des décisions avec une dimension technique, mais également business. Quand est-ce que vous faites des cut-off, donc sur quelle borne vous travaillez, comment vous faites de l'interpolation, est-ce que vous avez des données proxy quand il vous manque des choses? Voilà, derrière tout ça, il y a des vraies décisions business sur lesquelles vous avez besoin d'avoir un recul business. Donc, ensuite, il y a toute la phase de choix, de fine-tuning de l'algorithme. Là, c'est évidemment le travail des data scientists. Dans la phase d'avant, il y a évidemment un énorme travail de préparation de données. 80% du boulot, c'est de la préparation de données. Ensuite, on a fait une phase de validation de la pertinence commerciale. Donc, sur la base du POC, on a donné les résultats prédictifs aux équipes commerciales et on les a laissés appeler. Et alors là, on a découvert un truc très intéressant, c'est que
les commerciaux, en fait, dans la réunion qu'on a faite pour leur présenter le sujet, on pensait qu'ils allaient nous poser plein de questions sur comment ça marche, quelles variables on a prises en compte, etc. Et en fait, pas du tout. La seule chose qu'ils voulaient savoir, c'était si ça marchait. Et donc, le seul sujet, c'était qu'ils appellent eux-mêmes pour se rendre compte, pour qu'ils confrontent ça à la réalité de est-ce que ça leur donnait de façon plus efficace des pistes. Mais en étant passé dans cette phase-là, ça nous a aussi permis d'identifier tous les problèmes pour passer en phase d'industrialisation, les problèmes d'organisation, qui étaient que la donnée et la façon dont on identifie les choses ne correspondait pas exactement à l'organisation commerciale, donc il y avait des arbitrages à faire, que si on n'avait pas de suivi derrière de ce qu'on faisait des pistes, on n'était pas capable de réalimenter l'algorithme et de voir dans la durée, d'embarquer les équipes dans la durée. Et donc ensuite, on a eu toute une phase d'industrialisation sur laquelle on a retravaillé sur la donnée, puisqu'on était du coup dans cette phase d'industrialisation sur un période beaucoup plus large. Mais on a aussi, j'ai envie de dire, 50% du boulot, ça a été un boulot process. Donc de comment on intègre ça dans les process commerciaux, de comment on envoie les leads à qui, à quel rythme, comment on gère les départs, comment on gère le management, quels KPI on met en place, quelles incitations à l'action, quels sont les problèmes posés par les commerciaux. Et donc, on est très vite arrivé à la question de... En fait, ils ne veulent pas savoir comment ça marche, mais ils veulent quand même avoir le discours commercial. Et donc, pour ça, on a dû rentrer dans le sujet de l'explicabilité de l'algorithme pour être capable de donner quelques éléments de discours commercial. Et là aussi, avec un travail non technique, un travail véritablement business, qui a été, derrière la centaine de variables prises en compte, d'aller les regrouper dans des éléments, en fait, les traduire, les regrouper, les traduire dans un langage qui est celui du commercial. Donc, mon message sur tout ça, c'est vraiment, il y a un vrai sujet, comment dire, de décision business sur tout ça et de change management. Si je dois en tirer donc quelques enseignements, c'est que tout ce que je vous ai raconté de cette expérience, et dans cette logique d'acculturation dont parlait Nick, il faut commencer par de la data visualisation et d'élargir du coup cet usage de la donnée, d'en faire quelque chose qui n'est pas un usage purement technique, mais véritablement quelque chose qui irrigue l'entreprise. Pour un projet réussi, il faut impérativement mixer des compétences techniques et des compétences business et travailler sur l'autorisation. Et enfin, tous les enjeux de data quality, de data management sont des enjeux, et d'infrastructure IT, sont vraiment des enjeux stratégiques qui ne sont pas du tout pris au bon niveau dans l'entreprise. Donc il y a un vrai sujet de ce point de vue-là. Les directions générales, parce que ça leur paraît très technique, en fait, ne se rendent pas compte qu'il y a des enjeux énormes autour de ça. Donc, il y a vraiment un travail, là aussi, de pédagogie à faire auprès des directions générales pour que ce soit traité au bon niveau. C'est aussi ce que je vous racontais par rapport aux US, dont moi, je prenais le sujet à l'envers. Voilà. Et puis, ça rejoint un peu aussi ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a un enjeu dans ce lien technique-business. C'est important que le business comprenne suffisamment, que ce ne soit pas une boîte noire pour lui, parce que le jour où il y a un problème, alors que ce soit sur la question de l'explicabilité des algorithmes, mais aussi quand il y a, et ça a été le cas l'année dernière avec la crise Covid, au moment de la crise Covid, il y avait d'ailleurs des posts à ce moment-là qui disaient « débranchez vos algorithmes ». En fait, le sujet, ce n'était pas tant de débrancher les algorithmes que de comprendre derrière les algorithmes quels étaient les paramètres qui entraient en ligne de compte, comment ils avaient été paramétrés, d'avoir suffisamment la bonne compréhension de tout ça pour être capable de se dire « qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je débranche ? Est-ce que je réentraîne ? Est-ce que je suis sur des données froides, sur des données chaudes ? Et en fonction de ça, que j'ajuste. » Et si
c'est devenu une boîte noire parce qu'en fait, ça a été traité par les équipes techniques sans que les niveaux managériaux aient suffisamment de compréhension de comment ça marche. Et bien, in fine, vous ne prendrez pas les bonnes décisions. Voilà. Donc, je trouve que nos discours avec des angles de vue légèrement différents, à Eric, Mick et moi, se recoupent totalement. Il y a un vrai enjeu d'entreprise, un vrai enjeu d'accélération. Et il suffit d'y aller. C'est pas si compliqué que ça une fois qu'on y va. Ça, c'est la non-technicienne qui vous le dit. Merci beaucoup Delphine. Je pense que ça sera le mot de la fin. Je n'ai pas grand-chose à rajouter. Cette synthèse était parfaite. Merci à vous trois.